Où sommes-nous? À Saya, dans le Massif central? À Lourches, au pays des Corons? Quelque part en Provence, entre la garrigue et la mer? Dans le Grand Est? Peut-être bien, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une zone pavillonnaire, comme il en existe des milliers en France. Qu'elles s'appellent les terrasses du Soleil, le clos des Acacias ou le domaine de la Châtaigneraie, leurs noms sonnent toujours comme la promesse d'une vie meilleure. Un pavillon, conçu pour une famille idéale, avec son jardin et sans promiscuité, se rêve à tout d'un modèle éternel. Sa diffusion à grande échelle est en réalité un phénomène récent. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 1/5 du parc immobilier français a été détruit. On considère alors que 14 millions de Français sont pas ou mal logés. Et l'on pressent, à cause du baby-boom et de l'exode rural, que la situation ne va faire que s'aggraver. Pour résoudre ce problème, Roger Bouteville et André Pux, deux ingénieurs français, imaginent une solution simple mais révolutionnaire. Un modèle unique de maison bon marché, constructible rapidement, grâce à une structure en acier, des parois en plaques de béton, le tout en kit préfabriqué en usine. Ils créent leur entreprise en 1946. Elle s'appellera Maison Phénix parce que capable de renaître des cendres de la guerre. Les deux précurseurs parviennent à en vendre quelques-unes, mais le succès n'est pas immédiat. Car à cette époque, c'est un autre modèle que l'on préfère. Le grand ensemble, qui peut accueillir d'un coup des milliers de personnes dans un confort moderne, fait en effet la fierté des municipalités et la une des actualités télévisées. Des constructions comme la cité Rotterdam, disposées au nord d'un futur parc, sont la formule de l'urbanisme moderne. Construite en un temps record, la cité abritera 800 familles qui jouiront d'un maximum d'ensoleillement grâce aux façades orientées au sud. Cette politique de grands ensembles a assez vite montré ses défauts. C'est-à-dire qu'on a souvent l'idée que les grands ensembles ont été construits avec des promesses de bonheur ménager, en racontant à tous leurs futurs habitants qu'ils allaient accéder au confort moderne du logement. Ça a été vrai, mais il se trouve que ça s'est socialement dégradé, et en termes de réputation dégradé, relativement rapidement dans beaucoup de villes. Petit à petit, les personnes qui avaient des ressources plus importantes, en fait, elles ont voulu fuir ces quartiers parce qu'elles se sont aperçues que cette uniformité, cette homogénéité, finalement, ça répondait peut-être pas à leurs aspirations, que cette architecture fonctionnelle, elle avait peut-être été conçue et réalisée par des architectes, mais qu'en fait, ces qualités esthétiques n'étaient pas forcément au rendez-vous. Par ailleurs, il y a eu des défauts de construction. On a construit très vite, donc l'isolation n'est pas parfaite. On entend tout ce que fait le voisin au-dessus, en dessous. Et puis, on était quand même très loin des centres-villes, en général. Il n'y avait pas toujours des transports en commun. Les commerces n'étaient pas suffisants. Donc, dès qu'ils ont pu, les personnes sont parties. Cet échec rapide du grand ensemble contraint les pouvoirs publics à reconsidérer la question de la maison individuelle. Mais comment loger le plus grand nombre, tout en offrant à chacun un cadre de vie calme et confortable? En ce cœur des années 60, c'est William Levitt, un promoteur immobilier venu d'outre-Atlantique, qui a peut-être trouvé la solution. Celui qu'on surnomme alors le roi des banlieues vient d'achever le tout premier lotissement à l'américaine de l'Hexagone, au Ménil-Saint-Denis, dans les Yvelines, à quelques kilomètres de Paris. Il y applique pour la première fois en Europe le concept qui a fait sa fortune aux États-Unis, acheter des terrains bon marché dans la lointaine périphérie des grandes métropoles et y construire des villages entiers de maisons en kit, comme celle qu'avait développée Phénix. Les résultats sont impressionnants. En Pennsylvanie, Levitt est parvenu en moins de 2 ans à bâtir de véritables villes de plus de 17 000 maisons. Des cités qui portent même son nom. Au Ménil-Saint-Denis en France, où il est venu exprès pour l'inauguration, Levitt, que l'on aperçoit ici,
à vue moins grand. L'ensemble ne regroupe que 500 maisons destinées à une clientèle plutôt aisée, de cadre moyen ou supérieur, comme en témoignent les noms des différents modèles, Arcy, Barbizon, Dampierre, qui portent tous le nom d'un château des environs. Pour les pouvoirs publics, la solution est là. À la place du grand ensemble, il faut développer en masse le lotissement de maisons individuelles. Une politique qui a porté ses fruits. Au terme de 50 ans d'incitation au pavillon pour tous, les résultats sont là. Chaque année, 170 000 maisons individuelles sortent de terre, dans des territoires toujours plus éloignés des centres-villes. Voilà comment a pu se constituer, en deuxième puis troisième couronne des moyennes et grandes agglomérations, juste après les banlieues, mais avant la campagne, cette zone grise, étendue et discontinue, dans laquelle l'habitat est majoritairement individuel et où vit un quart de la population française. Un espace que l'on appelle le périurbain. Mais comment vit-on au quotidien le rêve pavillonnaire dans ces territoires d'un nouveau genre? Et quelles conséquences ce choix a-t-il sur le budget des nouveaux propriétaires de maisons? À une trentaine de kilomètres de Paris, dans un charmant lotissement à la lisière de Montigny-le-Bretonneux, nous rencontrons France et Ludovic de Vos. France est juriste dans la fonction publique et Ludovic, technicien dans le secteur de la défense. Suite à la naissance de leur dernier enfant, il y a 5 ans, le couple décide de déménager du centre-ville de Versailles, où ils étaient locataires, pour s'installer dans un lotissement. Leur rêve, devenir propriétaire d'une maison dans laquelle tous les samedis et les dimanches, quand il fait beau, ils peuvent profiter en famille de leur jardin. Après la naissance de notre deuxième enfant, on avait besoin de chambres supplémentaires, donc on a dit tant qu'à faire, autant quitter l'appartement et prendre une maison. Ça permet d'avoir un bout de jardin, le bon nombre de chambres. On va pas avoir une chambre par enfant. Voilà. Moi, je me sens plus chez moi dans une maison que dans un appartement, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Une petite visite s'impose. Donc, au premier, on a les chambres des enfants, une première ici. Après le rez-de-chaussée, avec salon et cuisine de plein pied sur le jardin, on retrouve à l'étage les chambres des enfants, décorées de jolis dessins dans lesquels le rêve pavillonnaire se démultiplie. Et puis vient le deuxième étage, le territoire des parents, où leurs désirs deviennent réalité. Alors ici, on a la chambre. Avec, très important, le lit sous le Velux. Ça, c'était un de mes critères plus. L'achat de cette maison leur a coûté près de 400 000 €. Avant de se lancer dans l'aventure, le couple avait bien pris le temps de peser le pour, le contre et d'établir un budget prévisionnel précis. Donc venez, je vais vous montrer le jardin. Ludo doit être déjà en train de préparer le barbecue. Car avec 3 enfants, 2 voitures et un gros crédit sur le dos, ils savaient que devenir propriétaire d'une maison individuelle aurait un impact sur leur niveau de vie. Par mois, du coup, en termes de crédit, on est à 1008. Moi, 1005 et après, non, 1006. Et après, si on rajoute tout ce qui est taxes foncières, les taxes d'habitation, Les assurances. les assurances, il faut qu'on a un budget de 2000 € pour la maison. Et ça vous oblige à renoncer à certaines choses alors? En termes de renoncement, c'est principalement le budget qui est un peu plus grévé. On fait moins de restos, on fait un peu moins livrer aussi quand même. Avant, oui, c'est vrai qu'on partait, on allait au cinéma régulièrement et tout ça. Mais bon. Et c'était un choix de vie pour les enfants aussi qu'on a fait ça, quoi. Donc. Et ceci laisse des traces dans les paysages. Des lotissements de maisons neuves et uniformes fleurissent ainsi chaque jour, au beau milieu des champs. Comme ici dans le Loiret, à la périphérie d'une petite ville située à 10 km de Montargis, où un promoteur a choisi de construire un lotissement poétiquement baptisé le Champ des Alouettes. Pour vendre ces maisons bon marché, un commercial s'est adressé à des familles issues de quartiers populaires de la région parisienne qui cherchaient à fuir la capitale. Parmi elles, Paul Kikomba,
qui a emménagé ici avec sa femme et ses 3 enfants en 2010. Avant, j'habitais à la porte de Montreuil, Paris 20e. Et bon, j'ai vu que l'école n'était pas terrible pour les enfants et tout. Et ben, je me suis dit, et pour que mes enfants ne deviennent pas des délinquants, que je pars à vivre à province ou à la campagne. Puis bon, ben, il y a un promoteur, je ne sais pas comment il a fait pour trouver qu'on est en train de faire des démarches. Eh ben, on a vu un prospectus dans notre boîte aux lettres et on n'a pas répondu. Et puis, une semaine après, lui-même, il s'est pointé dans notre porte pour nous demander ce que vous faites, est-ce que vous voulez une maison, tout ça. Maison abordable, facilité sur le permis de construire et promesse d'une flopée de crédits aidés, Paul se laisse séduire par l'arsenal déployé. Seul problème, le lotissement est à plus de 130 km de Paris, où il travaille. Pour remporter la vente, le commercial n'hésite pas alors à tordre un peu la réalité. Que le promoteur nous a promis qu'il y avait une gare juste à côté de chez nous, une gare proche, et puis de chez moi jusqu'à mon lieu de travail, c'était 1 heure. Et donc nous, on croyait que c'était vrai, mais c'est faux. Tous les jours, Paul quitte ainsi son pavillon à 4 heures du matin pour arriver à l'heure sur son lieu de travail. Chargé de faire le ménage dans des entreprises parisiennes, il doit effectuer un long trajet en voiture et en train. Moi, je mets de chez moi jusqu'à mon lieu de travail 2h30. Le retour, la même chose, ça veut dire 5 heures de route par jour. C'est crevant. Le parking, ça va? Ouais, parking. À cette heure-ci, oui, ça va. Mais après, à 7 heures, il n'y a plus de parking. Presque tout le monde vient avec leur voiture ici et puis prendre le train pour aller travailler. Parce que sinon, l'essence, ça coûte cher. Hein. S'il faut partir avec la voiture tous les jours à Paris, c'est la fortune. Faute de trouver du travail sur place, ce père de famille mène ainsi une vie de forçat, faite d'allers-retours épuisants. Et comme il cumule les missions aux 4 coins de Paris, les journées sont longues. C'est journée marathon qui commence là. Je finis vers 19h, 19h30. On pensait qu'on habitait là-bas, on va vivre mieux, mais là, on est en train de s'enfoncer. Comme Paul, ils sont des dizaines de navetteurs à avoir fait le choix de l'éloignement pour trouver un meilleur cadre de vie. Ce qui pèse sur leur vie de famille. Le week-end, les samedis, j'essaie de profiter au maximum. Les enfants, on fait des courses, on va faire un peu de footing, on va aller faire les courses et tous ensemble, ça, je profite. Mais le dimanche, je suis toute la journée, je ne sors même pas, je me repose. Parce que le dimanche, le cerveau commence à réfléchir que lundi approche. Mais à chaque chose, il y a des inconvénients et des avantages. Paris avait ses avantages et ses inconvénients. Ici aussi, il y a des avantages et des inconvénients. Mais si je regarde de deux côtés, je me dis, si j'étais resté à Paris, je ne sais pas qu'est-ce que mes enfants devraient être. Bon, je suis ici, c'est vrai, je souffre. Bon, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me mets au milieu, je dis, on vit. La véritable facture écologique de la maison individuelle est en réalité encore bien plus importante. La construction de pavillons joue en effet le premier rôle dans les ravages de l'étalement urbain. Selon une étude du ministère de la Transition écologique, près de la moitié des surfaces artificialisées entre 2006 et 2014 l'ont été pour du logement individuel. Avec des conséquences catastrophiques, abattage d'arbres, appauvrissement de la faune et de la flore ou encore diminution des ressources en eau potable. Dans certains quartiers de Chambéry ou d'autres villes, il y a des sangliers. On dit qu'il faut tuer le sanglier, qu'est-ce qu'il fait dans ce quartier? Mais en fait, c'est pas le sanglier qui vient dans le quartier, c'est l'habitat qui est venu à l'endroit où habitait le sanglier avant.
dans les années 60, on imaginait que l'étalement urbain n'irait pas au-delà des années 90. On pensait qu'on avait besoin de davantage d'espace, on avait besoin d'habiter plus loin, mais on pensait que ça s'arrêterait, on pensait qu'à un moment, on aurait suffisamment étalé la ville, que ça serait suffisant finalement pour les besoins de la population. Le problème, c'est qu'on a continué. On ne peut plus maintenant en France, avec les enjeux du réchauffement climatique, avec la biodiversité qui disparaît de manière dramatique. Il faut qu'on arrête de couler du bitume, de l'asphalte sur des terres agricoles ou naturelles. Le grignotage des terres agricoles n'est pas la seule conséquence de l'étalement pavillonnaire. Ces effets se font aussi sentir au cœur même des villes, puisque la désertification qu'ils provoquent dans les centres historiques fait mourir à petit feu de très nombreuses communes. On a beaucoup parlé de la vacance des boutiques due à la multiplication des zones commerciales. Mais on oublie que si les magasins ferment, c'est aussi parce qu'en moins de 15 ans, un quart de la population des petites et moyennes agglomérations est partie vers le périurbain. Dans le même temps, le tout-voiture imposé par le modèle pavillonnaire laisse sa marque. Et sur les échangeurs, les voies rapides et les rocades, on a vu petit à petit se former des embouteillages que l'on croyait réservés aux grandes métropoles. Sans compter les nouveaux systèmes de navigation par GPS, qui dévient le trafic en masse vers les quartiers d'habitation, des endroits où l'air est devenu malsain et les risques d'accidents accrus. Congestion automobile, dégradation de la qualité de l'air, pollution visuelle et sonore, un joyeux cocktail qui provoque stress, fatigue et mélancolie, quand ce ne sont pas des maladies respiratoires, voire des accidents cardiovasculaires. Ainsi, ce qui faisait le cœur du rêve pavillonnaire, l'accession à la propriété dans un cadre champêtre et bucolique, loin de l'atmosphère toxique des villes, s'évanouit-il de plus en plus souvent au contact de la réalité. Car dans cette France dite périphérique, l'affaire d'Albi n'est pas le fruit du hasard. Les pavillons ne sont en effet que l'une des pièces d'un mécano urbain beaucoup plus vaste, composé de zones commerciales, de zones d'activité sans âme et de rocades où le chaos semble régner en maître. Cet urbanisme obéit en réalité à une pensée rationnelle qui imprègne le développement de nos villes depuis de longues années. Pour comprendre comment ce système s'est mis en place, il faut encore une fois faire un petit détour par le passé. C'est dans les années 30 que Le Corbusier, un architecte français encore peu connu du grand public, conçoit cette nouvelle façon de penser l'urbanisme. Il définit alors sa vision de la cité idéale, dite ville fonctionnelle, et invente un modèle urbanistique qui va bientôt bouleverser nos paysages. Le Corbusier a rédigé ce qu'on appelle la Charte d'Athènes, qui a dit que l'être humain avait un certain nombre de besoins. Il avait le besoin de dormir, c'est l'habitat, il a le besoin de travailler, il a le besoin de se divertir et il a besoin de se déplacer. Tout ceci devait être clairement mis, chaque chose à sa place, dans des cases, et on ne se mélange plus. Et c'était la condition pour que la ville fonctionne bien, comme une espèce de machine. On a parlé de l'habitat-machine, c'est aussi la ville-machine, qui fonctionne bien, bien huilée, il n'y a plus de frottement, il n'y a plus de problème. C'est ce que l'on appelle le zoning, ou urbanisme de secteur. Mais comme souvent, les grands visionnaires ne sont pas aussitôt compris. Il faut attendre le début des années 50 pour que la théorie de Le Corbusier soit reprise et appliquée pendant plus de 60 ans. Au fur et à mesure des années, on construit alors dans le périurbain des zones d'habitat sans commerce, auxquelles on juxtapose des zones commerciales sans habitat, que l'on relie et sépare à la fois par des rocades, des échangeurs et des routes. Et c'est ainsi, dans ce système se répétant à l'infini, sans cohérence d'ensemble, que les quartiers pavillonnaires se sont retrouvés cernés par les zones commerciales. Même si le schéma se complexifie un peu avec le temps, en intégrant des zones de bureaux, parfois des hôpitaux, des universités et même des espaces verts, la philosophie perdure et l'idéologie à l'œuvre met en scène, dans le dur, le spectacle d'un monde séparé qui aliène et isole.
Donc ça fait un paysage particulier, qui favorise peu la rencontre, une fois de plus, et qui finalement isole à la fois chaque activité dans un moment de la journée, et puis chaque individu dans un moment de la journée d'activité aussi. Donc on se croise finalement assez peu, ou alors seulement pour des fonctions très précises. Et le résultat est là, sous nos yeux. Des quartiers d'habitation sans commerce et sans lieu de rencontre, où le lien social se délite peu à peu. Au terme de cette enquête sur les dessous du rêve pavillonnaire, on commence à comprendre que derrière le questionnement apparemment simple et naïf autour de la propriété de maisons individuelles, c'est tout un modèle de société qui se lézarde. Mais que faire ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux enjeux très forts. Le premier, c'est de dire ce qui est déjà là, que ce soit les lotissements d'habitation, que ce soit les centres commerciaux, il faut absolument les améliorer. C'est-à-dire qu'on voit que les gens qui vivent dans ces quartiers ont du mal à boucler les fins de mois, se plaignent, leur vie n'est pas facile, il manque de transports en commun, il manque d'équipements, il manque d'un certain nombre d'aménités qui font que la vie est vivable. Donc pour ce faire, il faut réinvestir ces quartiers, il faut accepter une forme de densification de ces quartiers, en rajoutant une pièce en plus, au fond du jardin, pourquoi pas en mettant une petite maison dans laquelle on va accueillir soit sa grand-mère, soit un étudiant à qui on va louer. Donc il faut faire venir du monde. C'est la condition pour que ces quartiers vivent et qu'il y ait des transports en commun. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il faut enfin comprendre qu'en France, même si on est un grand pays, l'un des plus grands pays d'Europe, on a plein de places, en fait, on n'en a plus tant que ça, et qu'il faut qu'on arrête de continuer à grignoter des espaces naturels et des espaces agricoles. Les pouvoirs publics n'échapperont donc pas à une réflexion sur le nécessaire remodelage de ces espaces excentrés où l'urgence écologique impose l'arrêt de l'étalement urbain. Il leur faudra aussi partir à la reconquête des centres-villes, vidés de leurs habitants et de leurs commerces. Mais au-delà, comment peut-on encore imaginer qu'un seul et même mode d'habitation puisse être valable pour tous et à tous les âges de la vie ?